Bonjour et bienvenue dans Critique Elite. Je suis le Moebius et je suis frustré. Si, frustré. À la base, j'avais prévu de faire ma seconde review sur Catwoman, mais Nostalgie Critique l'ayant fait le mois dernier, je vais quand même éviter de faire doublon. Non, mais je vais me venger. Pour la peine, je vais faire la review d'un film français. Oui. Et pas n'importe lequel. Samouraï. Samouraï. Un film français réalisé par Giordano Giardellini, paru en 2002, durant la fête du cinéma. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est le genre de film qu'on peut se permettre de voir en dernier quand on a épuisé tous les bons films disponibles et qu'il ne reste plus que les bouses pour lesquelles le cerveau n'est pas nécessaire. Samouraï fait partie de cela. Un mauvais film qu'on a vu parce que de toute façon, pour 1€, on peut bien se permettre de regarder un navet et que de toute façon, on n'a plus assez de neurones pour tolérer quoi que ce soit d'autre. Quant à ceux qui ont eu le malheur de le regarder autrement... Désolé. J'ignore si ce film est un effet de la japanisation en France, ou alors c'est juste une idée saugrenue née comme ça d'un esprit totalement malade. Dans tous les cas, ce film étant au cinéma ce que le Necronomicon est à la littérature, perdons donc notre santé mentale tous ensemble. Voici Samouraï. Le film commence au Japon, durant les grandes guerres des clans féodaux japonais. Une jeune femme enceinte est poursuivie dans un champ de bambou par un samouraï. Pourquoi ? Ah, j'ai peur. Je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. C'est con, mais c'est la seule explication qui m'est à l'esprit pour le moment. La fille finit par s'effondrer et le samouraï va donc pouvoir la zigouiller. Tu l'as. Mais tu vas la tuer avant qu'on vienne la sauver, bordel de merde! Bien entendu, une troupe arrive pour sauver la fille, et à 5 contre 1, le samouraï finit par se faire vaincre. La jeune fille accouche alors d'un magnifique cocon. Un cocon qui se met à grandir. Et dont émerge un magnifique japonais en slip. Non. Je veux bien croire qu'il y a un truc bizarre là-dessous, que c'est un truc pas humain, donc qu'il est droit à un cocon et à une croissance rapide. Mais pourquoi en slip ? Je veux dire, il peut pas naître tout nu comme tout le monde. Le nouveau venu, qui est donc clairement un méchant, oui, à cause du tatouage de l'araignée sur le côté du crâne et du côté pas humain. Attendez là. En fait, ça redéfinit la chaîne. Donc le samouraï est un gentil, ce qui fait des sauveurs là des méchants. Donc la fille aussi sera une méchante. Et lui là c'est clairement un méchant. Le nouveau venu tue donc la fille. Donc la fille repasse du côté des gentils. Faut suivre. Avant d'achever le samouraï. Qui lui est donc bel et bien gentil. Et nous avons enfin droit au titre de notre film, ainsi qu'aux différentes informations qui ponctueront la prochaine scène. Nous reprenons donc le film à notre époque, mais toujours avec quelqu'un qui se fait poursuivre dans un champ de bambou. Le réalisateur doit aimer les bambous. Ou alors c'est juste que j'ai 2 fois le même décor, c'est moins cher. Le type étant totalement coincé, et n'ayant plus qu'une balle, il décide courageusement de se faire sauter le caisson. Putain de monde réel, quelle connerie. Pourquoi ? Tu étais clairement coincé, tu as un flingue avec encore une balle, pourquoi tu te la tires dans le caisson au lieu d'essayer d'en entraîner un avec toi ? Explication ! Les porte-flingues reviennent donc à la voiture de leur patron, qui s'avère être le même type qui est né dans un cocon, vu l'araignée, et qui en plus avoue avoir 500 ans. Bientôt, il sera temps que je quitte ce corps, que 500 ans ont usé. Donc, naître en slip dans un cocon au milieu d'un champ de bambou permet de vivre 500 ans. Bon à savoir. Ils brûlent alors le cadavre et s'en vont, laissant derrière eux ce qui semble être une pièce relativement importante et une preuve pouvant peut-être, je sais pas, mener jusqu'à leur patron. Bref, des hommes de main bien cons comme d'habitude.
Les policiers arrivent plus tard sur les lieux et on découvre un de nos personnages principaux, le commissaire Morio Fujiwara, joué par Yasuaki Kurata. Il discute de sa fille avec un de ses collègues et on apprend que cette dernière est partie étudier à Paris. Akemi n'est pas comme ça. Je la connais bien. Personne ne la connaît mieux que moi. J'aime bien comme les flics discutent toujours de trucs super professionnels sur les scènes de crime. Et bien entendu, ça ne nous signale absolument pas que la jeune Akemi va faire partie de la suite du film. Pas du tout. Les deux hommes finissent par redevenir des policiers et identifient la victime comme un de leurs indicateurs, et le vieux au tatouage d'araignée comme un dénommé Kodemi, patron d'une boîte de jeux vidéo et trempant dans la mafia. Kodemi, patron d'une boîte de jeux vidéo. Kodemi, Konami... Aucun rapport bien sûr. Il récupère aussi ce qui semble être une puce et qui avait échappé aux hommes de main, et le bon commissaire décide de redevenir professionnel en appelant sa fille, qui est à la piscine et ne décroche donc pas. Et c'est là que nous découvrons nos héros. Akemi tout d'abord, joué par Maihan Lee, puis Marco et Nadir. Comment tu fais la différence là? Bon, alors là je vais tout de suite mettre les choses au point. Nadir, c'est Jar Jar Binks qui essaie d'imiter Jamel Debbouze. Les blagues en moins. Ils sont respectivement joués par Cyril Mourali et Saïd Serrari. Nadir nous prouve dès sa première réplique que c'est un trou du cul, et les personnages font connaissance grâce au petit frère de Marco, Léo. Cette scène nous met aussi au courant de ce qui va nous attendre tout le long du film. C'est une vraie bombe de chez Bombast, Wesh. Comment tu te la racontes? Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, s'il te plaît? Wesh, putain, on a compris que vous étiez là aussi, les gars. Arrêtez de parler, wesh. Retour au Japon, où le commissaire a arrêté Kodemi et l'interroge. La séance d'interrogatoire tourne court quand Kodemi massacre tout le monde à l'exception de Fujiwara, poussant ce dernier à le tuer et lui indiquant avec un grand sourire que sa fille va bientôt être mère. Votre fille sera une bien jolie maman. Pourquoi le méchant révèle-t-il toujours son plan au gentil? Abruti. Bon allez, j'avoue, je suis de mauvaise foi. Celui qui révèle la totalité du plan de Kodemi, c'est l'ancêtre de Fujiwara, le samouraï de la première scène, qui lui explique donc qu'il a, dans le passé, invoqué un démon. Mais n'ayant pas réussi à le révoquer, ce dernier doit utiliser les filles de la famille pour s'incarner dans des corps humains. Le commissaire doit donc tuer sa fille avant qu'elle n'accouche du démon. Bon, ok. Au moins, ça explique l'hésitation à tuer la fille dans la première scène. Son ancêtre lui laisse ensuite une jolie brûlure, parce que c'est un connard, et disparaît. Sans nous expliquer ce que bon sang de bordel de merde il foutait là. Mais c'était quoi ce type? Un fantôme messager censé se manifester à la mort de Kodemi? Une illusion due au traumatisme de voir ses collègues se faire buter? Des explications, s'il vous plaît! On retourne alors en France, où la Dream Team cherche un cadeau d'anniversaire pour le petit frère de Marco. Nabir fait alors preuve d'un tact superbe pour convaincre un vendeur de lui vendre un jeu pas encore en vente. Wouah, vas-y. Il le faut aujourd'hui, ce jeu. Vas-y, c'est l'anniversaire à mon pote. Ouais, garçon, on va faire un tour, s'il te plaît. C'est la deuxième scène où je le vois, j'ai déjà envie que le vendeur lui pète sa gueule. Vu que son approche diplomatique ne marche bien évidemment pas, il décide d'aller se servir dans la réserve. J'ai trouvé le jeu qui déchire sa maman. Bien sûr, essayez de faire ça dans un Micromania. Je vous regarde. De loin. Et comme tout bon voleur qui se respecte, Nadir fait bien le malin devant son copain, se faisant ainsi cramer par le vendeur de jeux vidéo, ce qui force Marco à l'aider et les deux se barrent sans jeu. Sans? Non, car Nadir a bien entendu volé ce jeu. Nos héros, mesdames et messieurs, ils parlent au wesh et ils volent dans les magasins. Retour au Japon, d'où le commissaire décide d'appeler sa petite fille, lui annonçant ainsi sa visite, et on peut donc en déduire qu'il a décidé de la zigouiller au passage. C'est beau l'amour paternel. La jeune fille se rendort, et le démon en profite pour lui rendre visite et la mettre enceinte. Ça doit être ça qu'on appelle prendre un pied d'enfer. Par contre, attendez là, il y a juste un truc que j'aimerais vérifier.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a que dans les pornos de M6 que les gens arrivent à faire l'amour en slip. Petit retour au Japon. Les hommes de main de Kodemi cherchent à retrouver leur maître en faisant des expériences bizarroïdes avec des araignées. Je dirais bien entomophile, mais l'araignée est un arachnide, je sais. Fujiwara, de son côté, avec un de ses collègues, se livre à quelques expériences avec la puce. Cette dernière s'activerait quand le jeu Dark Bushido 2 serait actif et essaierait de tuer son porteur. Oui, rien que ça. On fait encore un petit retour en France où Nabir demande à Marco de l'aider à récupérer son scooter, qui lui a été volé par Omar Sy. Omar Sy, c'est vraiment toi? Marco récupère donc le dit scooter, mettant au passage à jour les magouilles de Nabir, qui est tellement un connard qu'il essaie même d'arnaquer son meilleur pote. Et le duo décide d'aller s'entraîner au dojo. Enfin, Marco s'entraîne et Nabir fait le con, comme d'habitude. Non, je crois pas, non. T'es gentil, mais je pète la forme. Et si ça se trouve, je te bats au bras de fer. Leur entraînement fini, les deux garçons doivent retrouver Akemi, qui leur a donné rendez-vous là-bas. Les hommes de main de Kodemi, étant arrivés à Paris entre-temps, essaient d'enlever la jeune fille, qui leur colle alors une rouste mémorable, avant de s'enfuir pour se réfugier dans le dojo. Commence alors une bataille à la gloire du Japon. Ah, les petits jaunes! Tous les Européens du dojo se font passer à tabac en essayant de défendre Akemi. Oui, tous. Alors qu'Akemi a prouvé quelques instants plus tôt qu'elle était de taille à les rosser. C'est bon les gars, on a compris, les arts martiaux c'est pour les asiatiques, pas pour les occidentaux. Et nos héros dans tout ça? Eh bien, Nabir va courageusement aller se cacher, pendant que Marco parvient à s'enfuir avec Akemi. Ils vont se rendre à l'hôpital afin de soigner le nez de Marco, et vont s'apercevoir qu'Akemi est enceinte. Ouais, encore le principe de l'immaculée conception. Hein. Les deux héros téléphonent alors à l'appartement d'Akemi afin de prévenir sa colocataire. Un peu trop tard hélas. Et les hommes de main répondent alors au téléphone. Comment ça ils répondent? Tu ne pourras pas nous échapper. C'est pas possible d'être aussi con. Bon, vous êtes dans l'appartement de quelqu'un que vous voulez enlever. Vous venez de tuer sa colocataire. La personne que vous voulez enlever appelle au téléphone. Deux choix s'offrent à vous. Petit 1. Vous répondez au téléphone, vous la menacez cordialement, afin d'être sûr qu'elle ne revienne pas ici. Petit 2. Vous décidez de ne pas répondre au téléphone, de façon à ce que la personne doute de votre présence dans cet appartement et vienne peut-être chercher des affaires ou voir par elle-même ce qui s'y passe. Ça s'appelle tendre à piège. Stratégie. Non, je crois que c'est d'un niveau trop élevé pour eux. Les deux personnages quittent alors l'hôpital, sans qu'on leur pose la moindre question, vivent la France, et se rendent donc à l'appartement de Marco, où Nabir les retrouve avec des armes. Quand ils veulent, ils ont qu'à venir. Merde alors, il a une idée intelligente. Pour ceux qui se le demandent, il a été chercher ses armes dans une cave, parce que bien entendu, sitar égale armée. Qu'est-ce qu'il y a? Marco retourne ensuite dans son appartement s'occuper d'Akemi. Après une brève discussion, il laisse cette dernière dormir, et cauchemarder tranquillement, pour rejoindre son petit frère. Tout ce petit monde finit par aller se coucher après une partie de Dark Bushido 2. Dont le personnage principal ressemble d'ailleurs beaucoup à Kodemi, vous ne trouvez pas? Probablement un hasard. Le lendemain matin, Akemi étant sujette comme toute femme enceinte à quelques nausées matinales, et étant juste complètement malade, Marco va chercher seul le père de cette dernière. Le commissaire arrive donc à Roissy, et étant suivi par un des discrets hommes de main de Kodemi, il décide de subtiliser les matraques de deux gendarmes, non sérieusement, vive la France, et se rend dans les toilettes désertes de l'aéroport. Bon, deux choses concernant cette scène. Petit 1. Un type comme celui-ci, consciencieux au possible pour son ménage de chiottes dans un aéroport, ça n'existe pas.
Et petit 2. Des chiottes complètement désertes dans un aéroport? Non, sérieusement, est-ce que le réalisateur est déjà allé à Roissy? Attendez, regardez là, Marco arrive en même temps en scooter, ceci c'est un dépose-minute. C'est désert! Ce n'est pas possible. Bien entendu, les deux personnages se battent, ruinent totalement les chiottes, et Fujiwara sort vainqueur. Pendant que Monsieur Propre pleure sur l'état de ses toilettes, Fujiwara retrouve Marco, et tous deux se rendent donc à la cité où Akemi les attend, enceinte de 9 mois. Non, allez. Parce que c'est un des rares moments qui font sourire dans ce film, je vous laisse quand même la remarque du petit frère de Marco vis-à-vis d'Akemi. Oh là là, balèze mon frère. Comme il est trop rapide. Oui, ça, comparé au reste du film, c'était drôle. Les deux personnages reviennent donc de Roissy par l'autoroute A1. Oui, vous savez, cette autoroute qui relie Paris à Lille, et qui au passage dessert Roissy-Charles de Gaulle, et qui est donc totalement déserte. C'est totalement normal. Une fois arrivé, Marco laisse Fujiwara avec sa fille le temps de passer un coup de fil à Nabir. Le bon commissaire décide alors de profiter de l'occasion pour tuer sa fille, comme ça, sans aucune explication. C'est vrai que ça aurait été quand même vachement difficile de dire un truc du style, je sais pas moi. Papa, je suis enceinte, je sais pas pourquoi. Désolé ma fille, en fait, tu es enceinte d'un démon, et je dois donc te tuer avant que le démon ne sorte. Oh papa, je suis si triste, mais je comprends. Ok, c'est peut-être ridicule, mais pas moins que je vais te tuer. Non. Le cri d'Akemi alerte Marco qui intervient, armé de l'arme que Nabir lui avait donnée la veille. Arme que Fujiwara se fait un plaisir de lui faire sauter des mains d'un seul coup de pied. Mais bon. Au final, c'est Nabir qui, armé de son fusil, met tout le monde au pas. Et oui Marco, tu peux avoir honte, tu viens d'être sauvé par Nabir. Fujiwara décide alors enfin de leur expliquer pourquoi il essaie de tuer sa fille, leur raconte l'histoire de son ancêtre, qui se trouve être, comme par hasard, exactement la même que celle du jeu Dark Bushido 2. De votre foutu jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe pour la fille? Bah, meurt à chaque fois. Pendant ce temps, le groupe d'intellectuels qui sert d'homme de main à Kodemi débarque dans la cité. Il se retrouve face à Omar et le dégage sans ménagement du film. Bon, ok, faut l'avouer, deuxième moment drôle du film. Eh, comme quoi, c'est grâce à Omar Sy, hein. Nos héros s'enfuient alors en prenant les escaliers. Tiens d'ailleurs, notez la lueur d'intelligence, ils vont vers le bas, ils ne vont pas vers le toit. Et ils croisent bien entendu les hommes de main. Marco les menace, et ces derniers le désarment sans ménagement. Purée, il doit vraiment avoir de l'huile sur ses mains ce con. Nabir et Akemi s'enfuient, laissant Marco pour retenir les hommes de main, et finalement, c'est Fujiwara qui intervient pour sauver ce dernier. Ah oui, un autre truc qui m'amuse beaucoup aussi dans ce film, c'est que vous pouvez noter à quel point le sabre de Fujiwara peut rester propre même après avoir tué 5 personnes. Le dernier homme de main, que j'appellerais Big Boss homme de main, fait donc son apparition et provoque Fujiwara en duel, et finit par le vaincre à l'aide de shuriken. Big Boss homme de main coince alors les héros sur le toit et se retrouve face à Nabir, qui commence par le menacer de son fusil, puis se fait désarmer. Oh mais... Attendez là. Oh mais oui. On dirait bien que Nabir va se faire passer à tabac. Oh oui, passez-le à tabac. Ok. Hein? Ok. Allez, vas-y. Vas-y, passe-le à tabac. J'attends que ça depuis le début. C'est quoi ce plan dégueulasse sur ses pompes? Non mais sérieux, pourquoi? Il va se vautrer comme un con ou alors il va... non, attendez, ils vont quand même pas oser faire ça. Et pour la palme de la mort la plus ridicule de toute l'histoire du cinéma, je demande Big Boss homme de main dans Samouraï. Applaudissez mesdames et messieurs. La situation se précipite alors qu'Akemi accouche de son cocon.
Marco presse alors le navire de s'enfuir avec Akemi, et il les accompagne même un petit peu pour être sûr qu'il s'enfuit bien. Parce que bien sûr, une petite créature dans son cocon, qui fait à peu près 50 cm de long, sauter à pieds joints sur sa nuque, ou alors la balancer du haut du toit, ça leur est pas venu à l'esprit. Tant pis. Marco va alors commencer à se battre avec le démon, et va se prendre une branlée mémorable, jusqu'à ce que les sauveurs arrivent. En effet, quelques étages au-dessous, Léo, le frère de Marco, décide de lancer une partie de Dark Bushido 2. Cela active par la même occasion la puce que Marco avait dans son pantalon. Cette dernière s'envole, vient se greffer sur sa nuque, et le transforme par la même occasion en un personnage de jeu vidéo contrôlé par son frère. Et là, je vous arrête de suite. Parce que bien entendu, on a tous joué à une console dans notre vie. Et on connaît tous les boutons de toutes les manettes. Ceci est une manette de PlayStation 2. Et on sait tous, à ce stade, que le petit frère de Marco va appuyer sur ce bouton. Pause. Et ça ne loupe pas. Alors que Marco reprend l'ascendant sur son adversaire, le démon, poussé dans ses derniers retranchements, se duplique. Les gamins choisissent bien entendu ce moment pour activer la pause, et Marco se retrouve figé dans les airs. C'est tellement téléphoné. Le gamin revient juste à temps pour éviter à son frère de finir en sashimi, et les Kodemi lancent une ultime attaque que Marco esquive, provoquant la décapitation mutuelle de ses adversaires. Je vais peut-être revoir mon ordre des morts les plus stupides du cinéma. Non, c'est toujours celle-là qu'elle a pas le bas. Le démon est vaincu et Akemi emmène Marco faire un tour au Japon pour le remercier, lui faisant visiter le temple de ses ancêtres, et le film se finit ainsi, alors qu'il se promène, main dans la main, sous une ombrelle, alors qu'il ne pleut pas et qu'il n'y a pas non plus de soleil. Mais bon. C'était Samouraï. Est-ce que c'était si horrible que ça? Oui! Ce film est juste horrible. Le scénario est pourri, les acteurs ne sont pas bons, les dialogues sont lourds de par le dialecte wesh employé à longueur de temps, et les scènes sont ennuyeuses tellement elles sont prévisibles. Seules les scènes de combat sont à peu près correctes, et encore, vous voulez voir ce film? Ok, faites-le, mais entre potes et avec 1 litre de bière chacun, et surtout sans vos cerveaux. Même ainsi, vous aurez de toute façon plus de jugeote que ces hommes de main à la con ou cette chose. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le Moebius, j'espère que vous avez apprécié ce Critique Elite, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Mais j'avais quand même vraiment envie de faire Catwoman. Mais je me vengerai, et ma vengeance sera terrible. J'ai déjà entendu ça quelque part, moi. La trompe-la-la, viens chanter en chœur. La trompe-la-la, ça te portera bonheur. Je trouve un air joyeux, tout ira bien mieux.